Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Voici donc les principaux titres. CNT, plusieurs projets de loi adoptés à l'unanimité à la session ordinaire ouverte ce jeudi 23 avril 2026. Ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et régime de la propriété littéraire et artistique. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 18h comme annoncé dans les titres. Le Conseil national de transition CNT a ouvert ce jeudi 23 avril 2026 sa session ordinaire dans la salle Djeli Baba Sissoko du CICB sous la présidence de l'honorable Malik Diao. À l'ordre du jour, réorganisation interne, adoption de projets de procès-verbaux et examen de plusieurs lois en présence des membres du gouvernement, compte rendu Madiawa Kebe et Seydou Niari. Conformément à ces textes, le Conseil national de transition a tenu ce jeudi sa session plénière ordinaire du mois d'avril 2026. Plusieurs points majeurs étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment l'élection de certains membres du bureau, la recomposition des commissions générales, l'adoption des procès-verbaux ainsi que l'examen des projets de loi. Selon le président de la commission des lois, 4 projets de loi initiés par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, adoptés en Conseil des ministres le 13 février 2026, ont fait l'objet de présentations aux membres du CNT. Aujourd'hui, évidemment, dans ce cadre, le gouvernement a déposé pour la ratification au CNT 4 projets d'ordonnance de ratification sur 4 protocoles additionnels au traité de l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit bien sûr des protocoles additionnels qui sont liés aux 3 piliers de la Confédération, notamment le protocole additionnel lié à la sécurité et à la défense, le protocole additionnel lié au développement et le protocole additionnel lié bien sûr à la diplomatie. Et enfin, un dernier protocole pour la mise en place de la dernière instance qui est la session confédérale, bien sûr, des parlements. Et ce sont ces 4 protocoles que la commission des lois a eu en charge d'examiner au fond, conformément à la loi d'habilitation, mais conformément également à la constitution et à la charte, et aussi et surtout vérifier que le gouvernement n'est pas sorti du cadre d'habilitation qui lui a été donné. Et cet exercice est d'autant plus important parce qu'il donne plusieurs enjeux. Le premier enjeu pour d'abord le CNT, c'est de se procéder à ce travail de vérification, mais aussi comme deuxième enjeu, d'actionner son pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Et voilà cet exercice qui nous a unis aujourd'hui et qui met en marche la machine de la Confédération de l'AES. Il faut aussi reconnaître que c'est une jeune confédération et que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Prenant la parole, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a salué l'engagement des membres du CNT et les a remerciés pour l'intérêt accordé à ce texte, jugé essentiel pour le renforcement de la coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel. Nous nous réjouissons aujourd'hui de constater en tout cas que le Conseil national de transition, dans sa grande majorité, vient de donner son accord pour la ratification de 4 importants accords dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Le protocole additionnel au traité de la Confédération relatif à la défense et la sécurité. Le protocole additionnel relatif à la coordination de l'action diplomatique. Le protocole additionnel relatif à la coordination des actions de développement. Et enfin, le protocole additionnel relatif aux sessions confédérales des parlements. Le traité créant la Confédération des États du Sahel avait déjà prévu dans ses dispositions que des protocoles viendront pour pouvoir organiser et préciser le travail dans un certain nombre de domaines. Lors du dernier sommet du Collège des chefs d'État à Bamako, ici, le 23 décembre, ces 4 importants documents ont été adoptés. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons que le Conseil national de transition puisse donner les quitus nécessaires quant à leur ratification. Et comme vous le savez, la Confédération des États du Sahel et l'AES de façon générale constituent une initiative majeure dans laquelle le Mali a joué un rôle actif. Et le Mali continuera à jouer un rôle actif par rapport à cela. Et l'adoption de ces instruments était extrêmement importante
important pour aller encore davantage dans la concrétisation des aspirations de nos populations dans ces domaines-là. Donc nous avons noté en tout cas qu'à travers les avis qui ont été donnés par le CNT et par les différentes commissions, et aussi la façon avec laquelle le CNT et l'ensemble de ses composantes ont traité de cette question avec engagement, mais aussi avec un sens élevé de la responsabilité. Donc c'est pour dire encore une fois qu'au nom du président de la transition, du gouvernement, nous voudrons pouvoir remercier le CNT pour son action. Au cours de cette séance, un bureau dirigé par l'honorable Malik Diaw a été remembré sous les ovations des conseillers. Les membres du CNT ont également donné leur quitus pour la recomposition de certaines commissions générales. Au terme de la session, les 4 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité avec 127 voix pour, 0 contre et aucune abstention, marquant ainsi un large consensus autour des textes examinés. La salle de conférence du ministère de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a abrité ce jeudi 23 avril 2026 un point d'information consacré à l'ordonnance fixant le régime de la propriété littéraire et artistique initié par le département à travers le Bureau malien du droit d'auteur. La rencontre était présidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamou Daffé, en présence d'acteurs culturels et représentants des fêtières artistiques culturelles du Mali. Compte rendu Aminata Traoré, Abdoulaye Sougoudou. La voix vous est offerte par Abdoulaye Sougoudou. Le gouvernement malien a adopté lors du Conseil des ministres du 1er avril 2026 l'ordonnance numéro 20-26-015 PTRM fixant le régime de la propriété littéraire et artistique, abrogeant les textes antérieurs. Cette réforme majeure vise à adapter le cadre juridique aux mutations technologiques, protéger les créateurs et stimuler l'économie de la culture. Réactualisation des règles pour répondre aux défis numériques et internationaux, renforcement de la protection des droits d'auteur et des droits voisins, amélioration des mécanismes de perception des redevances par le Bureau malien des droits de l'auteur étaient entre autres les points de cette rencontre. L'objectif de cette cérémonie, c'était d'informer les artistes à travers les fêtières de la nouvelle loi qui vient d'être adoptée sous forme d'ordonnance dans un premier temps et qui sera érigée en loi dans les prochains jours. Alors, avant l'adoption de cette ordonnance, il y avait une loi qui a été adoptée en 2017 qui prenait en charge beaucoup d'aspects liés à la propriété littéraire et artistique. Et grâce à l'application de cette loi de 2017, beaucoup d'artistes vivent aujourd'hui du fruit de leur effort. Alors, cependant, il y a certains aspects quand même qui échappent à cette loi, notamment la rémunération pour copie privée qui était annoncée, qui était proposée dans la loi de 2017, mais qui n'a pas pu être appliquée. Le droit d'auteur, c'est un réseau. Nous faisons partie de ce réseau-là et nous devons être en harmonie avec les autres pays membres, notamment l'UEMOA. Il y a 3 directives qui ont été proposées par l'UEMOA et qui ont été prises en charge par cette loi. En conclusion, il faut reconnaître que l'ordonnance sur la propriété littéraire et artistique, monsieur le ministre et chers participants, marque une transformation profonde du droit d'auteur au Mali. Elle consacre le passage d'un système de production à un véritable écosystème économique et culturel structuré. Elle repose sur 3 piliers essentiels. Et reconnaître que tous les acteurs de la création, organiser tous les acteurs aussi, plutôt organiser l'exploitation des œuvres et garantir une rémunération juste et durable. C'est ce qui est très important pour les artistes. Les artistes et acteurs culturels ont salué les efforts consentis par les plus hautes autorités du pays, tout en exprimant leur gratitude au ministre Mamou Daffé pour son leadership déterminant dans l'aboutissement de cette ordonnance, longtemps attendue par les acteurs culturels. Pour rappel, une projection a été faite pour mieux comprendre la nouvelle ordonnance fixant le régime de la propriété littéraire et artistique. Je voudrais saluer les plus hautes autorités du Mali qui ont bien voulu adopter cette loi qui va totalement révolutionner les secteurs culturels maliens.
la constitution de cette ordonnance, l'adoption de cette ordonnance va constituer une réforme majeure de notre secteur. C'est pas seulement, elle se limite à défendre les droits d'auteur, mais elle va au-delà de la logique de structurer, de réguler toute une économie de la culture. Parce qu'aujourd'hui, l'innovation majeure avec l'adoption de cette loi, c'est d'abord la rémunération des copies privées. Cette loi va permettre à nos créateurs et à leurs ayants droit de bénéficier, de jouir de leur propriété, de leur œuvre jusqu'à 70 ans. Mais après 70 ans, leurs ayants droit vont bénéficier. Donc cette loi permet une couverture globale des créateurs et de leurs endroits. Donc c'est une innovation majeure. Selon le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, l'adoption de cette ordonnance marque une avancée majeure pour le département en charge de la culture. Elle ouvre une nouvelle ère pour la culture malienne. Il a salué cette décision courageuse des autorités pour le bonheur du secteur avant de souligner que cette décision s'inscrit dans la dynamique du Mali Koura qui met la culture au cœur du développement socio-économique de notre pays. Et voilà, c'était un commentaire d'Abdul Karim Sakou. Le réseau des caisses associatives d'épargne et crédit des entrepreneurs et commerçants du Mali, KSC Djigiseme, a inauguré ce jeudi 23 avril 2026 sa nouvelle agence centrale située sur la rive gauche de Bamako. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités, notamment des autorités communales et le représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce, parrain de la cérémonie, compte rendu à Sanatoujé Traoré et Draman Mali. C'est dans une ambiance festive que la KSC Djigiseme a inauguré son agence centrale sur la rive gauche, marquant également les 30 années d'existence de l'institution. Lors de son allocution, le directeur général de l'Union KSC Djigiseme est revenu sur les grandes réalisations de l'institution. Il a également présenté les perspectives de l'institution. L'institution a démarré avec un fonds de 100 millions et ce sont ces 100 millions-là qui ont été multipliés pendant 30 ans pour atteindre 7 milliards 490 millions de francs CFA. Le patrimoine de l'institution, il s'agit des fonds propres, a été multiplié par près de 20 en passant de 115 milliards de francs CFA à 2 milliards 183 millions de francs CFA. Le taux de capitalisation a évolué entre 36% et 29% sur la période. L'effectif du personnel a été multiplié par plus de 12, en passant de 14 employés. La première année, la KSC employait seulement 14 employés et aujourd'hui, nous sommes à 173 employés sous contrat régulier. À ce jour, 3 priorités essentielles sont inscrites. La transformation digitale, premièrement. Le réseau KSC Djigiseme désire accroître ses services d'intermédiation financière. À ce titre, la digitalisation n'est plus une option, mais une nécessité de survie pour l'extension de l'inclusion financière au sein de l'institution. Deuxièmement, le partenariat avec d'autres intervenants. Depuis sa création, la KSC Djigiseme s'est imposée comme un acteur clé dans l'accompagnement financier des acteurs économiques locaux. Cette nouvelle agence vise à renforcer l'accès aux services de microfinance pour les entrepreneurs et commerçants maliens. En dépit des difficultés connues de tous, notre réseau est à ce jour un maillon important du réseau malien de la microfinance en tant qu'institution de grande taille. Ce projet consiste à rapprocher davantage le service aux membres usagers afin de renforcer la mobilisation d'épargne et l'octroi des crédits rentables en plus des autres initiatives d'innovation de l'institution en termes de digitalisation et la mise en place du service Banque to Wallet avec Orange Mali. Au 31 décembre 2025, on dénombre à la caisse de Bamako 19 974 sociétaires répartis entre les hommes, femmes et regroupements dans les entreprises. Avec un actif de 4 401 milliards de francs CFA, la KSC emploie un effectif de 82 salariés directement et près du double indirectement.
Les intervenants ont salué cette avancée, soulignant l'importance de cette infrastructure dans l'amélioration de l'offre de services financiers de proximité ainsi que son rôle dans le renforcement des capacités de la main-d'œuvre locale. L'intérêt de notre département, c'est l'entrepreneuriat. Et on sait que c'est par l'entrepreneuriat qu'on peut créer de la richesse. Et cette richesse-là permet de lutter contre la pauvreté en créant des emplois décents. Donc nous sommes venus encourager le réseau, la direction générale de KSC Djigui-Sémé, tous les dirigeants de KSC Djigui-Sémé et tous les acteurs de la microfinance pour qu'ils s'adonnent davantage à cette activité et qui est de nature vraiment à créer des emplois décents. Nous, au niveau du département, nous avons élaboré et fait adopter en Conseil des ministres la stratégie nationale de l'entrepreneuriat et son plan d'action sur la période 2026-2030. Et je pense que c'est une activité phare de ce plan d'action et nous encourageons vraiment tous les acteurs. À travers cette initiative, la KSC Djigui-Sémé réaffirme son engagement en faveur du développement économique et de l'inclusion financière au Mali. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée des lieux suivie de la coupure du ruban symbolique. Actualité sur un tout autre plan. La journée d'échange sur la consolidation de la paix et de la sécurité s'est tenue ce matin dans le premier arrondissement, marqué par la lecture du Saint-Coran et le chant de l'hymne national du Mali, initié par le bureau communal du Haut Conseil islamique. Cette rencontre a rassemblé l'ensemble des forces vives de la commune, les responsables de la sécurité et des autorités locales, tous saluant la qualité de l'organisation et l'importance de renforcer les liens communautaires et sécuritaires. L'événement a été parrainé par son éminence Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara. Voyons ensemble. C'est par la lecture du Saint-Coran et le chant de l'hymne national du Mali que la cérémonie de la journée d'échange avec l'ensemble des forces vives sur la consolidation de la paix et la sécurité au sein du premier arrondissement a débuté. Cette journée a pour but de sensibiliser la population sur son rôle à elle de contribuer au renforcement de sa propre sécurité. Parce que la sécurité, ce n'est pas pour les forces de sécurité, mais c'est pour la population. Et aussi de contribuer au rapprochement entre la population et les forces de sécurité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre slogan, la sécurité est l'affaire de tous, n'est pas seulement un slogan, c'est une nécessité opérationnelle. Nous devons tous nous y impliquer. La société civile doit prévenir par l'alerte précoce chaque fois qu'elle constate une activité ou une personne suspecte autour d'elle, dans nos marchés, dans nos rues, dans nos lieux de travail, dans nos cercles, dans nos écoles, dans nos lieux de culte, bref, autour de nous, toute activité suspecte, toute personne suspecte doivent être signalées aux forces de sécurité. La sécurité étant l'affaire de tous, les responsables des forces de sécurité fortement mobilisés pour l'occasion ont saisi l'opportunité pour remercier les initiateurs de cet événement. La sécurité ne peut être uniquement assurée par les forces de défense et de sécurité. Elle repose également sur l'implication active des populations. C'est l'ensemble dans la confiance et la collaboration que nous pourrons prévenir les actes d'insécurité et parvenir à garantir un cadre de vie paisible à nos concitoyens. À cet effet, je voudrais insister quelques points essentiels. La vigilance citoyenne, la collaboration avec les services de sécurité, le respect des consignes et des lois, gage d'un vivre ensemble harmonieux. Je tiens également à encourager la population à faire un bon usage aux numéros qui sont mis à leur disposition et qui constituent un moyen rapide et efficace d'alerte. Le représentant du maire et l'ancien ministre de l'Emploi, tous deux impressionnés par la qualité des participants, ont vivement salué le travail colossal accompli par le bureau communal du Haut Conseil du premier arrondissement. D'abord, il y a des organisations qui devaient être présentes dans cette salle. Je parle surtout des directeurs d'école ou des coordinateurs des écoles.
Ils sont représentés par les syndicats ou les coordinateurs des écoles. C'est extrêmement important. Quand je dis école, il s'agit particulièrement des écoles islamiques, les médersa. Il s'agit aussi des lycées et des groupes scolaires du premier cycle et du second cycle. Beaucoup de choses se passent là. Comme l'a dit le dernier intervenant, M. Doumbia, où le commissaire lui dit, nous connaissons vos enfants mieux que vous. Tout se passe à l'école. Deuxièmement, sur nos troisième membre, je ne vois pas les représentants de l'APCM, l'Assemblée permanente des chambres de métier. Ensuite, dans le marché, c'est le lieu où tout le monde se rencontre. Le bon et le mauvais. Les représentants des marchés, ils sont où? Avec vous. Vous avez eu l'initiative, mais il faut élargir la base. On ne peut pas gagner la sécurité sans ce que je viens de rappeler. Signalons que cette initiative salvatrice du bureau communal du Haut Conseil islamique du 1er arrondissement s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens séculaires et sécuritaires de la commune. L'éclat de la cérémonie a été renforcé par la présence remarquée du représentant de son éminence, Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, parrain de l'événement. Deuxième édition de la rencontre entre le maire de la commune rurale de Pogo et l'association des ressortissants du village de Pogo résidant à Bamako. C'était le 19 avril 2026 dans la salle de conférence de l'INA. Abdul Karim Sago pour le commentaire. La deuxième édition de cette journée d'échange entre le maire de la commune rurale de Pogo dans le cercle de Nyono a été une occasion pour les participants, notamment les membres de l'association des ressortissants du village de Pogo résidant à Bamako, de faire le point sur les recommandations de la précédente rencontre et de se pencher sur les perspectives courant l'année 2026. Ainsi ressort-il que le bilan présenté par la mairie est satisfaisant car plusieurs points de priorité ont été atteints, notamment la réalisation du marché de Bewane, la création du village dénommé Bakariwere sur une superficie de 60 hectares. L'objectif de cette rencontre, c'est de faire un peu la situation sur l'évolution des événements qui se déroulent actuellement dans notre commune, qui est la commune de Pogo en l'occurrence. L'année passée, nous avons eu à discuter sur beaucoup de points. Et aujourd'hui, il s'agit de voir parmi les points qui ont été évoqués, quelles sont les solutions qui ont été trouvées, quels sont les consensus, les voies de sortie qui ont été trouvées, et faire le bilan et ensuite les perspectives pour les années à venir. Et nous avons débattu sur pas mal de choses. La question des impôts, la question environnementale, et surtout les sessions qu'on est parvenu à tenir pendant l'année 2025, à savoir les 4 sessions ordinaires et quelques sessions extraordinaires. C'est ça, c'était l'objectif de la rencontre. Les ressortissants du village de Pogo vivant à Bamako ont mis à profit cette rencontre pour exhorter la mairie à maintenir la cadence et d'inviter les membres de l'association à plus d'engagement. Donc nous appelons toujours, n'est-ce pas, à la jeunesse, voire sinon aux ressortissants de Pogo à Bamako, vraiment de se mobiliser davantage. Donc les activités qu'on mène ordinairement et plus particulièrement celles que nous réunissons ce matin, donc ce sont des activités qu'on mène vraiment pour le développement de la commune rurale de Pogo. Alors donc l'appel que nous lançons à la population, c'est d'abord de rester unis derrière la mairie. Nous invitons toute la population, notamment la jeunesse de Pogo, de se donner la main, de se lever comme un seul homme pour que demain, nos enfants aussi qui vont venir après nous puissent quand même savoir que ceux qui les ont précédés ont travaillé pour le bien-être de notre population. Une prise de photos de famille a marqué la fin de la rencontre. Place à l'actualité internationale à présent avec Moussa Fumba. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est à Lomé les 23 et 24 avril pour une visite officielle de 2 jours au Togo.
Un déplacement en apparence bilatéral, mais qui en dit beaucoup sur l'état de la présence française en Afrique de l'Ouest et sur l'habilité du régime de Faure Gnassingbé qui s'est rendu indispensable. Le timing est éloquent. Quelques jours avant l'arrivée de Barrot, Lomé avait accueilli sur la stratégie togolaise pour le Sahel avec les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Dans la foulée, le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, avait lui aussi fait le déplacement discrètement. Paris manifestement ne voulait pas être en reste. Ce vendredi, Barrot devait se rendre à Anéo pour coprésider des activités liées à la santé, à la technologie, à la culture et au volontariat. Enfin, la suspension de RFI et France 24 au Togo a formellement expiré en septembre 2025, mais sans retour effectif des deux médias pour l'instant. Derrière ce programme protocolaire se joue quelque chose de plus profond. La France a été chassée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle a réduit sa présence au Tchad. Au Sénégal, la relation a changé de nature avec l'arrivée de Faye et Sonko. Dans ce tableau, le Togo représente l'un des pays rares où Paris conserve un ancrage stable, une coopération active via l'AFD et un interlocuteur accessible. C'est cette utilité que Paris est venu confirmer en envoyant son chef de la diplomatie. Barrot est venu soigner un relais dont la France a de plus en plus besoin pour maintenir un fil, même tenu, dans une Afrique de l'Ouest où son influence s'est sévèrement contractée. On exclut l'Iran de la Coupe du Monde pour y mettre l'Italie éliminée. Le coup diplomatique hors norme de Donald Trump pour se rabibocher avec Giorgia Meloni. Dans le Financial Times, on apprend qu'un conseiller de Donald Trump a demandé à la FIFA d'exclure l'Iran du mondial de football et de le remplacer par l'Italie lors de la prochaine Coupe du Monde organisée par les États-Unis. En coulisses de ce cas diplomatique hors norme, un lobbying du foot très géopolitique. L'idée avancée auprès du président de la FIFA serait d'envoyer un signal diplomatique fort à Giorgia Meloni, aujourd'hui en froid avec Donald Trump, après l'avoir longtemps soutenu. Un véritable traumatisme, voire une humiliation pour une sélection qui a déjà remporté 4 fois la Coupe du Monde. Donald Trump s'est plaint du manque de courage de Giorgia Meloni sur le conflit en Iran. La guerre est très impopulaire en Italie et la chef du gouvernement a refusé l'accès aux bases militaires en Sicile, aux avions américains impliqués dans l'opération en Iran. Un autre dossier est venu ombrager les relations entre Rome et Washington. Les attaques de Donald Trump, en effet, contre le pape américain sur tranche sociale ont provoqué une tollée en Italie. Le Pentagone évoque une possible suspension de l'Espagne de l'OTAN. Pedro Sanchez assure n'être pas inquiet. Un échange de mails internes au sein du département américain de la Défense, révélé ce vendredi 24 avril par l'agence Reuters, évoque plusieurs options mises sur la table par Washington pour signifier aux pays de l'OTAN, en particulier européens, le mécontentement de Donald Trump. Une décision qui interviendrait en réponse à l'opposition de Madrid au conflit en Iran. Parmi elles, la suspension de l'Espagne de l'OTAN en réponse à son opposition au conflit en Iran. Cette idée inédite et dont l'application réelle questionne aurait un effet limité sur les opérations militaires américaines, mais un impact symbolique significatif, affirme l'email consulté par l'agence de presse. Depuis plusieurs mois, Donald Trump reproche à l'Espagne de ne pas avoir augmenté à 5% du PIB ses dépenses militaires, comme le veut le nouvel objectif de l'OTAN poussé par Washington, quand la réticence du Premier ministre britannique Keir Starmer à s'associer aux opérations contre l'Iran avait aussi provoqué la colère du locataire de la Maison-Blanche. Outre la question de l'Espagne de l'OTAN, d'autres mesures sont envisagées, comme notamment la réévaluation de la position américaine concernant la revendication britannique sur les îles Malouines. L'archipel d'un peu plus de 3600 habitants au large de l'Argentine a été au cœur d'une brève guerre en 1982 entre les deux pays, causant la mort de 258 soldats britanniques et 650 troupes argentines. Territoire sous contrôle britannique depuis 1833, l'archipel est toujours aujourd'hui revendiqué par l'Argentine du président Javier Milei, allié de Donald Trump. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaël Bagaïe, a fustigé le président américain Donald Trump pour avoir partagé une publication préconisant l'assassinat de responsables iraniens qui s'opposent à un accord avec les États-Unis, qualifiant cette initiative de preuve d'un profond effondrement moral. Dans un message publié jeudi soir sur son compte X, Bagaïe a dénoncé le soutien apporté à une rhétorique appelant à tuer les Iraniens qui rejettent un accord, arguant que de telles actions reflètent un changement de cap des États-Unis par rapport à leurs valeurs affichées au profit de la promotion de la violence et de l'extrémisme et soulevant des questions quant à un profond échec moral.
Les chefs des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires iraniens ont aussitôt lancé une offensive commune contre le président américain Donald Trump, condamnant ses propos sur les prétendues divisions entre extrémistes et modérés en Iran comme étant sans fondement et provocatrices. Le président iranien Massoud Pezeshkian, le président du Parlement Mohamed Bagher Ghalibaf et le chef du pouvoir judiciaire Gholam Hossein Mohseni Ejei ont utilisé les médias sociaux jeudi pour adresser un message fort à Trump et exprimer un thème commun d'unité nationale et de résistance. En Iran, il n'y a ni dur ni modéré. Nous sommes tous iraniens et révolutionnaires, forts d'une unité nationale et étatique inébranlable et d'une obéissance absolue au guide suprême. Nous ferons regretter notre acte à l'agresseur, a écrit Pezeshkian sur X. Ghalibaf a également publié une déclaration similaire dans le cadre d'un effort coordonné visant à démontrer l'unité des trois pouvoirs iraniens. Le président américain, ce personnage méprisable, devrait savoir que des termes comme radical et modéré sont des constructions vides de sens dans le discours politique occidental. En Iran, tous les groupes sont unis et pleinement alignés sur le guide suprême, a écrit le juge suprême. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et bon week-end à tous.